Éric Satie disait « Les pianos, c'est comme l'échec, ça ne fait plaisir qu'à ceux qui les touchent ». Franchement, ce n'est pas vrai. Nous vivons chacun des moments de grâce dans notre vie. Eh bien moi, j'en ai vécu un pas plus tard qu'hier soir. J'étais au concert d'un pianiste, un pianiste de grand talent dont la renommée dépasse celle des mélomanes avertis. Un pianiste qui nous a joué du Schubert, du Chopin. Alors imaginez 2 heures où vous êtes totalement en frisson et vous ne rêvez que d'une chose, c'est d'être à la place de la jeune fille qui tourne les pages des partitions. Alexandre Tarot, bonjour. Bonjour. J'ai vécu à votre concert hier soir au Théâtre des Champs-Élysées. Bah oui, on a la chance quand on est journaliste d'être invité à des moments magiques comme ça. Un moment absolument inoubliable, et je vous jure que je ne dis pas ça pour vous passer de la brosse à reluire parce que vos chaussures brillent déjà très très bien. C'était magique et c'est peut-être ça qui fait la différence pour un pianiste. Il y a quand même une multitude de très bons pianistes, de très grands techniciens. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui va sortir du lot? C'est peut-être une histoire de choix discographique, on en parlera, mais il y a aussi une histoire de toucher, de sensibilité, de ce qu'on provoque à la personne qui est assise tout au fond de la salle au dernier rang. C'est peut-être là que ça se joue. Oui, c'est très difficile de parler de soi, de son jeu, de ce qu'on projette et de ce que ressentent les gens. Ouais. Le retour que j'ai, c'est voilà, ce que vous me dites là ou ce que les gens viennent me dire à la fin d'un concert ou en m'écrivant. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose de particulier qui se passe à Paris parce que c'est ma ville, j'y suis né, donc c'est un public que je connais et qui me connaît depuis des années maintenant. Il y a un lien qui s'est tissé, qui est, je crois, assez profond. Et donc, voilà, il y a de la connivence, il y a on se connaît, donc c'est pas pareil. C'est quelque chose d'assez unique. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec ce que vous dites, ouais, parce que moi, je ne vous connais pas depuis très longtemps. J'ai découvert que vous étiez un pianiste voilà, très connu et bien au-delà, comme je disais, du cercle des mélomanes avertis. Vous avez révolutionné un peu votre petit monde, fait bouger tout ça en faisant un disque notamment de Rameau, mais au piano, ce qui aurait pu être très mal pris. Finalement, ça a été un succès absolument dingue. C'est peut-être à ce moment-là que vous êtes d'ailleurs peut-être sorti du lot aussi par ce choix audacieux. Et donc voilà, moi, je ne fais pas partie initialement, mais alors maintenant c'est fait, hein, je ne fais pas partie de votre public de fidèles. Et voilà, et ça avait commencé par votre disque de Chopin, Journal intime, qui est sorti évidemment pour l'année Chopin, on en reparlera de Chopin. Et puis finalement, vous touchez quelqu'un qui n'est pas plus averti que ça en piano. Donc vous voyez, c'est pas que parce qu'on s'est habitué à vous. Alors, si j'ai compris quelque chose en préparant cette émission, c'est que le monsieur qui est assis en face de moi est extrêmement modeste, très humble, et ça va ressortir dans toutes les facettes du personnage, parce qu'on va parler du pianiste et pas uniquement, on va parler du photographe, on va parler, c'est vrai, de l'homme qui voyage, on va parler de l'homme qui s'intéresse à beaucoup d'autres choses que son propre art, et notamment la chanson française, mais parlons déjà du piano. Souvent, les professionnels que je suis allée un petit peu interroger pour préparer cette émission disent de vous quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Ils disent qu'il a une intelligence dans la façon justement de faire ses disques, une intelligence de la discographie. Alors expliquez-moi un petit peu ça, comment vous avez construit votre discographie, comment vous mettez en regard tel compositeur avec tel autre, beaucoup plus moderne. Je l'explique par le fait que j'ai galéré beaucoup au sortir du conservatoire. On va dire pendant 6-7 ans, je n'avais pas de concert, je n'avais pas d'agent, pas de disque. Mais j'ai commencé ma carrière justement par le disque, par l'enregistrement. Quelque chose qui m'a passionné tout de suite. Et quand l'un de mes premiers disques était consacré à Poulenc, donc un compositeur qui n'est pas considéré comme le plus grand génie du répertoire pour piano. Pour moi, c'est un génie, mais disons beaucoup de gens me déconseillaient de l'enregistrer. Je sais plus quel âge j'avais, 26 ans, 27 ans. Eh bien, ce disque-là a eu du succès, il a reçu des prix, et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, je vais creuser ce sillon, je vais essayer de créer un lien entre tous mes disques. Alors, après plusieurs dizaines de disques, évidemment, le lien n'est pas si évident entre chacun d'entre eux, mais j'imagine bien me retourner sur ma discographie quand j'aurai 80 ans, 90 ans. J'imagine que le disque n'existera plus d'ici là, mais en tout cas, en regardant mes enregistrements comme une grande arche
faite de différentes pierres, mais une construction assez cohérente. Voilà, donc je crois que mes disques, ils sont peut-être... c'est difficile d'en parler, mais peut-être oui qu'il y a quelque chose dans le choix des programmes, des œuvres même, dans les mises en miroir de certains compositeurs, oui. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui est plus recherché chez moi que chez un autre pianiste. Alors c'est le choix de la différence. Par exemple, Maître Poulenc à l'honneur, alors comme vous disiez, on se dit que ce n'est pas forcément tout de suite aussi vendable qu'un Chopin. Il y a le choix aussi de l'audace, je parlais du Rameau tout à l'heure, et on a eu droit d'ailleurs à des petits extraits de Rameau, je ne sais plus si on en était au 8e ou 9e rappel, au bout d'un moment j'ai arrêté de compter hier soir pour tout vous dire. Voilà, c'est vrai que c'est magnifique Rameau au piano, moi je découvrais. Et c'est aussi une manière de creuser peut-être son sillon dans ce milieu-là. Alors c'était bien, oui, enfin finalement creuser mon sillon avec des disques qui se vendaient pas et dont personne ne voulait, c'était un peu difficile. Non, je crois que ça a payé sur le long terme. Voilà, c'est une stratégie qui a été payante. Il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de stratégie, non. Enfin, c'est des choix qui en tout cas, des choix coup de cœur, qui ont été payants sur le long terme. C'est plus que ça. C'est vraiment la seule chose que j'ai eue en tête et que j'ai toujours en tête, c'est de suivre mon propre désir. Et mon désir à l'époque, c'était d'enregistrer non pas des sonates de Beethoven ou des œuvres de Chopin, comme les pianistes plus âgés que moi à l'époque enregistraient, mais de commencer ma discographie par des programmes qui commençaient à mûrir en moi et que j'avais envie en quelque sorte d'accoucher au disque. Et il se trouve que ces compositeurs-là, ces œuvres-là n'étaient pas très connues. Et voilà, donc je ne sais pas si ça a payé, ou même si ça a payé à long terme. En tout cas, ça a été ma manière à moi. Je ne sais pas, penser à des acteurs qui ont commencé par le café-théâtre ou des petits théâtres comme ça, de province, avant de devenir de grands acteurs. Eh bien, moi, j'ai commencé, voilà, je suis rentré par la petite porte. Les pianos, c'est comme les chèques, ça ne fait plaisir qu'à ceux qui les touchent. C'est une phrase de Satie que vous connaissez. Oui. Elle vous inspire quoi, cette phrase-là, qui est très marrante? C'est vraiment du Satie dans le texte. Oui, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais Satie, c'est un grand bonhomme et que j'ai beaucoup défendu dans mes concerts, par mes disques aussi. À 15 ans, vous imaginiez que vous alliez avoir la vie d'un Rubinstein, puis vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être un chouïa plus difficile que ce que vous aviez envisagé. Votre vie, c'est une vie de voyage, beaucoup, ouais, de concerts, de beaucoup de travail, évidemment. Vous la définiriez comment, votre vie aujourd'hui? Une vie difficile. Ouais. Et quand je pensais à Rubinstein, donc j'avais 15-16 ans, j'étais en plein conservatoire et je voulais ressembler à ces grands pianistes du passé ou de cette époque-là, mais qui me paraissaient avoir une vie facile. Et c'est ce que j'imaginais pour moi-même. Une vie de voyage, mais de voyage agréable, de moins en moins de travail au clavier, des concerts faciles à donner. C'est totalement différent. La vie de pianiste aujourd'hui est une vie de sportif. À raconter. Une vie qui demande beaucoup de travail au clavier, justement. Je ne m'attendais pas du tout à ça quand j'avais 15 ans. Beaucoup de travail, c'est combien d'heures par jour? Je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça. Ça peut être des journées entières, mais ce n'est pas forcément d'ailleurs un travail au clavier. C'est aussi beaucoup dans la tête, mais ça me prend toute la journée. Vous voyez, là, pour arriver ici, j'ai pris un taxi et je n'ai pas arrêté de travailler dans le taxi. Mais ça veut dire quoi? Vous avez vos partitions sur les genoux, par exemple? Non, c'est pas ça. Écoutez, quand vous abordez une nouvelle œuvre, il faut d'abord avoir une idée de l'architecture que vous allez lui donner, de la direction, de l'énergie. Tout ça, ça se travaille très bien dans la tête. Du son, de la qualité du son, de la consistance du son. Vous allez vouloir, comment expliquer ça, un son assez rond ou un son plus timbré. Vous allez raconter une histoire avec cette œuvre. Alors, qu'est-ce que vous voulez en faire? Tout ça, ça se prépare avant même d'avoir mis les mains sur le piano. Moi, ce que j'ai découvert en vous écoutant, c'est qu'on pouvait aller toujours, comment dire, pas plus bas, mais on pouvait être toujours plus doux avec un piano. J'ai été impressionnée sur une partition, il va y avoir un petit P qui va marquer piano, pas jouer trop fort. Mais alors, je me suis dit, mais comment on peut encore l'entendre
tout en haut de ce théâtre, alors qu'il joue, on a l'impression que vous posiez à peine vos doigts sur le piano. Enfin, c'est incroyable ce travail du son. Oui. Oui, Mais c'est bon. j'aime, c'est-à-dire en arrivant à chuchoter finalement Voilà, à c'est l'oreille ça. de l'auditeur, ce que j'aime, c'est avoir un rapport très intime avec chacune des 2000 personnes qui sont là. Je me rappelle de cette scène, j'avais vu au théâtre de la Porte Saint-Martin il y a une dizaine d'années Michel Serrault qui jouait Knock. Vous savez, il y a cette phrase est-ce que ça vous chatouille ou ça vous gratouille? Oui, bien sûr, célèbre phrase. Et donc, au lieu de le déclamer, tout d'un coup, il baissait, comme il était unique pour ça, il baissait le son et il arrivait à chuchoter comme ça. Est-ce que ça vous gratouille? Ou ça vous gratouille, ça vous chatouille? Et c'est pareil, il y a à peu près 2000 places dans le théâtre de la Porte Saint-Martin. On entendait très bien ce qu'il disait. Et ce jour-là, je me suis dit qu'il était possible de chuchoter sur une scène et d'avoir justement, du coup, l'attention encore plus profonde et plus concentrée d'un public de 2000 personnes. Et je trouve ça très intéressant aussi de jouer du coup sur les contrastes entre des triples fortés exubérants, orchestraux et des nuances extrêmement douces. L'homme qui fait chuchoter son piano. Alors, on ne va pas vous faire languir plus longtemps. Vous qui nous regardez, je vous propose quand même un extrait que vous puissiez entendre, puissiez voir aussi, parce que c'est un spectacle de voir un pianiste. On peut se demander à quoi ça sert d'aller voir un pianiste avec son piano tout seul, la tourneuse de page. Mais c'est un vrai spectacle. Alors, vous parliez de la tourneuse de page tout à l'heure, Ouais. et je vous assure que ce n'est pas une place idéale. D'abord parce que la tourneuse de page, elle est face au public, donc elle est mise en lumière. Elle est de profil au public. Elle est à côté de vous, ouais, de enfin, profil. Elle se tient bien droite. Personnellement, j'étais rivée sur vos mains, si je puis me permettre, mais je ne l'ai pas beaucoup regardé. Sauf pour me dire, mais qu'est-ce que je voudrais être à sa place, bon sang de bonsoir. Eh bien, ce n'est pas une place agréable, je vous assure, parce que c'est une grande responsabilité. Bien sûr. Tourner les pages, ce n'est pas facile. On peut se planter en plein milieu. On a toujours l'impression qu'on est un peu en avance ou un peu en retard. Je dis on parce que je l'ai déjà fait. Et c'est vraiment une place que je n'aime pas avoir. Que vous réservez à des étudiants en piano, j'imagine? Alors, ce qui est important, moi j'ai de gros problèmes de mémoire, donc je donne tous mes concerts avec partition. Oui, vous avez pris un jour la décision de faire ça. C'était une décision assez radicale, mais je me sens beaucoup plus libre sur scène maintenant. Mais c'est pas très grave qu'il y ait des partitions. Non, il y a des gens que ça gêne ou... Il y a des puristes qui préféraient que vous soyez sans partition. Disons que la partition peut nous ramener à l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent penser que je n'ai pas travaillé, par exemple, ou que je ne connais pas l'œuvre. Vous savez, les heures que je passe pour préparer mon concert. Voilà, mais je n'ai jamais eu de critique, en tout cas, pas à mes oreilles. Et oui, ce qui est important, c'est d'avoir une tourneuse de page ou un tourneur de page qui a une présence douce, concentrée. C'est-à-dire quelqu'un que je puisse oublier, mais que la présence me serve de moteur aussi, que ce soit une présence, comment dire, intelligente. Vous savez, il y a des tourneurs de pages qui ne savent pas très bien lire la musique, mais qui tournent très bien, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sentent bien, ils ont un bon feeling. Voilà, c'est tout un rôle, c'est presque un métier d'être tourneur de page. D'accord. Et vous les recrutez comment, alors, vos tourneurs de pages? C'est un métier qu'on connaît mal. Qui était là hier, c'est une jeune pianiste du Conservatoire national qui a 17 ans, qui est surdouée et qui est très intelligente. Elle a toutes les qualités à surveiller aussi, alors Héloïse. Alors cette fois-ci, je vous propose qu'on écoute et qu'on regarde Alexandre Tarot. Et après l'extrait, je voudrais qu'on revienne justement sur la gestuelle aussi du pianiste. Ça, c'est vraiment intéressant à voir aussi.
nous étions Alexandre Tarot avec Chopin. Je vais vous laisser peut-être nous... Nocturne en ut dièse mineur, un nocturne opus posthume. C'est tellement mieux dit quand c'est dit par lui. Ah bon. Alors, je voulais parler de votre gestuelle, mais alors ce qui m'a le plus impressionné, c'est pendant qu'on passait l'extrait, alors vous ne regardez pas, on a l'impression que vous n'écoutez pas et que ça vous gêne plus qu'autre chose, Je ne peux pas non? supporter ça. Ah oui. Non, je ne peux pas entendre mes propres enregistrements, mes propres disques. C'est quelque chose de très étrange parce que j'écoute beaucoup, je suis... comment dire, toute la période de post-production. C'est-à-dire que vous enregistrez un disque sur 5 jours et ensuite il y a 2-3 mois de montage où on cherche. Alors là, j'écoute énormément toutes les prises, tout dans tous les sens. Ça me prend des heures, des semaines. J'en dors pas. Et une fois que le disque est sorti, il ne m'appartient plus. Il vous appartient, il appartient aux gens. Ils en font ce qu'ils veulent, ils aiment, ils n'aiment pas. Vous tournez une page. Mais c'est radical. C'est Dès le salutaire jour où il peut-être. sort. Peut-être salutaire aussi, histoire de prendre un peu sûrement. d'oxygène. Et puis je suis déjà dans le disque suivant. D'accord. Et c'est très très difficile de se réentendre, surtout ce disque-là qui est sorti donc au mois de novembre. C'est encore tout chaud, ça vient de sortir du four. Je n'ai pas de recul, je n'ai pas le recul nécessaire. J'arrive à écouter mes premiers disques, donc ceux qui ont maintenant 15 ans. Ah oui. Un peu comme un grand frère qui écouterait son petit frère avec bienveillance. D'accord. Alors ce disque de Chopin, alors, attends, parlons de la gestuelle d'abord. Allons dans l'ordre que j'ai annoncé. Il y a quelque chose de très joli quand vous jouez du piano, mais on a déjà dû vous le dire. Donc vous avez ces très longues mains, enfin c'est vraiment des mains de pianiste, hein, qui se posent souvent à plat, et puis souvent vous faites avec la main droite, vous la retournez comme ça. Ah oui, mais c'est horrible. Ah mais non, c'est pas horrible du tout, c'est magnifique. Non, moi je trouve ça très beau. Les gestes. Ah bon? J'aime pas les gestes. D'un seul coup, elle se oui. retourne comme ça, comme si elle faisait un don en plein milieu du morceau. C'est possible. Très régulièrement, on a l'impression, on se dit, tiens, il retourne sa paume. C'est quand même pas un geste courant chez un pianiste d'avoir la paume en l'air. Oui, c'est étrange. Il faudrait que je me regarde en vidéo. Mais vous savez, c'est souvent pour enlever des crispations. Ou... Si on est vraiment complètement souple et détendu au piano, on ne fait aucun geste. D'accord. Mais parfois, voilà. Et puis un concert, c'est aussi des crispations, c'est de la tension, une pression très forte. Et voilà, quoi. Et puis je suis seul sur scène. Je suis seul face à ce public. Donc j'ai besoin d'énergie. Et cette énergie, parfois, elle amène des gestes que vous trouvez peut-être très beaux. Ah bah alors moi j'ai trouvé ça d'une élégance folle. Je n'ai pas cherché forcément une signification parce qu'on se dit qu'il n'y en a pas forcément. Après vous vivez les choses avec votre corps parce qu'un pianiste c'est un corps aussi. Vous nous l'avez dit que c'était sportif. On joue avec tout notre corps, le dos, les épaules, les jambes. Et justement, par rapport à cette thématique du corps, vous avez, été, alors je ne sais pas si vous avez très envie d'en reparler ou pas, mais vous avez été un des premiers à briser un tabou quand même, et moi je trouve ça à la fois très courageux puis très simple. Vous avez été un des premiers à parler des problèmes qu'un artiste peut rencontrer avant de rentrer sur scène. Alors on peut avoir des tocs, on peut avoir des petits soucis, et c'est pas grave, et on a le droit d'en parler, et puis on a le droit surtout de faire quelque chose pour se soigner, puis arriver à gérer tout ça. Mais on a l'impression que vous avez cassé quelque chose dans cassé dans le bien, dans le bon sens. On vous l'a beaucoup dit, ça aussi. Oui, enfin, il s'agissait de mes tocs en fait, et finalement j'avais pas trop le choix. Il fallait que j'en parle à un moment. J'ai gardé ça pour moi pendant des années. C'était des tocs, je ne peux pas vous expliquer là parce que c'est compliqué, mais en concert, entre mes doigts et le clavier, j'ai travaillé avec différentes thérapies pour enlever ces tocs. Et finalement, je fais aujourd'hui un exercice pendant un quart d'heure avant de rentrer en scène qui m'enlève ces tocs pendant toute la durée du concert. Et c'est magique, je touche du bois, que ça continue. Mais ces tocs, je sens qu'ils sont toujours là à attendre. Ouais. Et donc, à un moment, c'était dans le monde de la musique, en fait. J'avais une longue interview et j'en ai profité. Je connaissais la personne qui m'interviewait et elle me connaissait depuis longtemps. Donc, on en a parlé. Je lui ai dit, voilà, je voudrais parler de ça, comment on peut le faire. Voilà, on avait bien préparé le truc. Et une fois que le journal est sorti, le magazine est sorti, qui n'existe plus d'ailleurs, c'est un vraiment très 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 bon magazine de musique classique. Et bien, quelques mois après, mes tocs se sont arrêtés. Et j'ai reçu aussi un très grand nombre de lettres
de musiciens, de gens qui avaient des tocs ou qui Disons, me conseillaient tel ou tel. Moi aussi. Voilà. Oui. Ouais, et beaucoup de musiciens, beaucoup de pianistes qui m'ont appelé, qui n'avaient pas les mêmes symptômes, mais qui avaient des symptômes qui nous paraissent totalement ridicules. Et c'est vrai que le métier de pianiste est peut-être un des métiers qui peut rendre fou, ou en tout cas rendre un peu, enfin avec des symptômes qui peuvent paraître fous. Un peu étrange, parce que vous n'êtes pas des surhommes. Pourquoi faire croire qu'on est forcément parfait? On a toujours su que Jacques Brel avait comment dire ça, pour que ce soit un peu élégant pour les gens qui mangent peut-être au moment où on parle. Enfin, que Jacques Brel avait des vomissements avant d'entrer en scène. Enfin, bon, ça c'est courant. Voilà. Courant, c'est le trac. Bien sûr. Ouais. Pourquoi faire croire qu'on est des surhommes et qu'on maîtrise tout, alors que évidemment c'est pas très grave. C'est gênant pour vous, mais ça vient peut-être du fait que les pianistes aujourd'hui sont soumis à un degré de ce qu'on appelle la perfection, qui n'existe pas, mais enfin on met la barre haut, et ça vient des disques que le public connaît, hein, les disques de tous ces... Par exemple, vous étiez là hier soir, j'ai joué des œuvres de Chopin qui ont été enregistrées par tous les grands pianistes du passé et d'aujourd'hui. Donc il y a des versions de référence. Qu'est-ce qu'on vient faire là sur une scène si d'autres pianistes ont joué bien mieux que nous ces mêmes œuvres? Et donc voilà, il faut arriver à un certain niveau. Et qu'est-ce que ça veut dire, arriver à un certain niveau? Je ne sais pas. Ça veut dire le réinterpréter personnellement. C'est ça qu'on vient chercher. Quand on vient écouter un artiste, quand on vient écouter Alexandre Tarot en concert, on vient chercher son interprétation, sa lecture de Chopin, de Schubert. Il y avait une très jolie transcription. Vous avez fait une transcription de Schubert. C'était de Rosamunde. C'était magnifique. On vient chercher vous. C'est vous qu'on vient chercher. Oui, mais moi, avant de rentrer sur scène, je mets la barre haut parce que c'est Jean-Claude Casatsu qui disait que le plus important dans ce métier, c'est pas d'être meilleur que les autres, mais c'est d'être meilleur que la veille. Et c'est ça finalement, c'est chaque fois, chaque jour, à chaque concert, aller 1 millimètre plus haut, surtout pas. Et c'est quelque chose d'absolument impossible. Alors vous avez, on disait tout à l'heure, une vie à la fois trépidante et extrêmement éreintante, faite de voyages, de beaucoup de solitude aussi, j'imagine, parce qu'il y a vous et le piano, grosso modo. Oui. C'est pas comme si vous partiez avec toute une formation et un piano différent à chaque concert. Ouais. Et comment on la vit, cette solitude, quand on est en Corée, quand on est au Japon, quand on est je ne sais où dans le monde, que vous êtes en plus très demandé à l'étranger? C'est pas toujours facile. Il m'arrive parfois de me réveiller le matin, de chercher la lumière sur le côté, là, et puis d'allumer la lumière et de me demander dans quelle ville, dans quel pays je suis. D'accord. Et il se passe 10 secondes, qui c'est pas très long, mais et puis tout d'un coup, je me dis, oui, ça y est, je suis à Tokyo, je dois jouer le concerto en sol de Ravel ce soir à 20h, j'ai un décalage horaire parce que je suis arrivé qu'il y a 2 jours, j'ai pas du tout envie, parce qu'on ne peut pas avoir envie de jouer ou même d'être mis en lumière, de se présenter devant un public, 1000, 2000 personnes. Et voilà, il est 8h du matin, il faut que je sois en forme à 8h ce soir, précisément. Il faut que je retrouve le désir de jouer, de retrouver des gens, de jouer avec ce piano-là, qui n'est pas forcément un piano, un instrument qui me plaît, avec tel chef, avec tel orchestre, tel acoustique, tel lieu. Et tout ça, ça va se gérer sur toute une journée. Pas facile de dealer avec ça. Alors vous avez quand même trouvé une petite solution et vous nous l'avez apporté sous forme d'un objet, si vous voulez bien nous le présenter. Ça le mérite. Je crois que je vais vous attribuer le prix de l'originalité de l'objet en 7 ans d'émission. Ah bon, pour moi, c'est pas très original parce que s'il y a vraiment un objet dont je ne me sépare pas, c'est mon maillot de bain. Ceci est un caleçon de bain bleu. Bon, je vais pas me... Attention au t-shirt du jour. Parce que c'est vrai que... je ne me sépare jamais de l'eau, en fait. Je parlais du Japon, je peux faire 12-13 heures d'avion, arriver à Tokyo, et la première chose que je fais en arrivant dans mon hôtel, avant même d'ouvrir mes valises, c'est de plonger dans la piscine. Et c'est là que je me recentre, c'est là que je me ressource et que je me retrouve. La matrice originelle, c'est quand même très parlant. Tout à fait.
Et aussi, c'est une manière non seulement de me muscler, même si je ne suis pas très musclé, de ne pas avoir de problème de dos, car comme tous les pianistes, j'ai un dos fragile, mais aussi de me détendre, de détendre mes muscles et de me détendre. C'est une sorte de méditation. Ça me permet aussi d'évacuer le stress lié à l'anticipation du concert ou au voyage. Et d'avoir un élément au moins qui ne change pas, qui est l'eau, qui est grosso modo la même, qu'on soit à Tokyo, Séoul ou Paris. Et on se sent bien dans l'eau. Il y a cette vie de voyage et l'autre solution que vous avez trouvée aussi pour... Il y a deux autres solutions que vous avez trouvées pour temporiser un peu cette vie de dingue, hein, c'est ce que vous nous dites, ni plus ni moins, même si elle a évidemment ses beautés. Vous avez fait des choix assez radicaux. Celui d'abord de vous accorder un mois sabbatique par an. Alors si on veut Alexandre Tarot au mois de décembre, c'est fichu. Possible. C'est juste pas possible. C'est le mois de vacances. Ça a été bien compris, ça, dans le milieu, en disant non, il n'y a pas de concert en décembre. Bien sûr. Non, la seule personne qui aurait pu ne pas me comprendre, c'était mon agent. Oui. Catherine Lebris, qui est quelqu'un d'extraordinaire et qui a été musicienne avant d'être agent, donc elle est un peu des deux côtés. Qui a bien compris la nécessité. Et elle me laisse faire, oui, elle a compris que j'étais quelqu'un d'un peu particulier. Et, elle sait aussi qu'en prenant un mois sabbatique, je suis plus en forme après le reste de l'année. Et il y a autre chose, parce que vous prenez pas seulement un mois sabbatique, là prochainement vous allez avoir plusieurs mois d'affilée. 7 mois, incroyable. Ça c'est quelque chose c'est une période que j'ai arrêtée déjà il y a plusieurs années parce que les concerts, les dates se prennent très longtemps à l'avance. Ça c'est même des années à l'avance, vous avez vos engagements à 3 ou 4 ans, c'est ça? Oui. Donc il fallait que je m'y prenne assez tôt et en effet je voulais faire une année sabbatique. Ensuite, j'ai réduit à 9 mois parce que je voulais donner du temps aux variations Goldberg de Bach, que je veux jouer depuis très longtemps, mais je travaille une variation de temps en temps. Enfin, ça ne va pas. J'ai besoin de leur donner du temps et de leur donner beaucoup d'énergie, d'amour, je dirais. Et pour ça, il ne faut pas que je sois justement dans l'anticipation des concerts. Et voilà. Et je me disais que 9 mois, c'était bien, c'est le temps d'une grossesse. Et je pouvais, après ces 9 mois, les jouer en concert, les accoucher en concert là, et ça va être un les peu enregistrer. prématuré au bout de 7 mois alors, vous avez... Alors là, ça va être un accouchement prématuré. Oui. Donc... Mais bon, j'ai donné mon accord pour d'autres concerts et ça s'est réduit. Moi, je pensais que c'était 7 mois de vacances. Je n'avais pas compris que c'était 7 mois. Mais c'est les vacances. Ah, pardon. Pour moi, les vacances, c'est travailler. Enfin, je peux pas imaginer passer une journée de ma vie sans travailler. Le piano, oui, je peux m'en séparer pendant un mois ou plus. Mais le travail de la musique, et le travail de la vie, le travail de l'amitié, de l'amour, tout ça, ça se travaille chaque jour. Alors, l'autre décision radicale, et ça va dans la droite ligne de ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous avez décidé, et ça, ça fait toujours sourire quand on n'est pas du milieu, c'est que vous avez décidé de vous séparer de votre piano. Ça fait plusieurs années que vous n'avez plus de piano chez vous. Vous aviez un grand piano que vous appeliez bucéphale, forcément, Alexandre. Et avec beaucoup de larmes, vous en êtes séparé de ce piano. Sans larmes. Ah, je croyais que c'était avec beaucoup de larmes. Non, au contraire. Au départ, je mettais du scotch sur le couvercle du piano pour ne pas être tenté de travailler. En fait, je travaillais mal. J'improvisais, je composais beaucoup. Je faisais du jazz, n'importe quoi. Ça papillonnait beaucoup, quoi. Je papillonnais, voilà. Et quand j'avais un concert, je jouais une fois la partition, on va dire la sonate de Mozart que je devais jouer le lendemain. Puis ensuite, je jouais toutes les autres sonates de Mozart, le reste du volume. Et voilà, je travaillais mal. Mais par contre, j'étais toute la journée sur mon piano. Et je ne trouvais pas d'équilibre dans cette manière de travailler. Et donc, j'ai commencé à mettre du scotch sur mon piano pour m'obliger à ne pas être au clavier tout le temps. Et petit à petit, j'ai compris qu'il fallait que je me défasse physiquement de cet instrument. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 11 ans que j'ai trouvé cet équilibre-là. Je vais travailler chez des amis dont j'ai les clés, qui ne sont pas là, qui ne sont pas présents quand je suis chez eux. Je viens avec uniquement les partitions dont j'ai besoin. Donc ils doivent boucler leurs propres partitions dans leur placard pour pas vous soyez tentés. Oui. Et je leur dis souvent d'ailleurs qu'ils travaillent pour moi sans le savoir parce que je m'alimente de leur énergie, de tout ce que transpire leur appartement. Ah oui, alors l'idée, c'est pas d'être l'ami d'Alexandre Tarot parce que finalement on vous entend jamais jouer vu qu'on n'est pas là. C'est d'avoir un appartement qui a une bonne atmosphère. Non, c'est d'avoir l'appartement à côté des amis d'Alexandre Tarot pour vous entendre jouer. Non, oui, mais c'est pas très agréable d'entendre un pianiste travailler.
parce que c'est beaucoup de répétitions, beaucoup de petits bouts, et je crois en plus que je chante, il m'arrive de crier. En fait, je ne pense pas que ce soit très drôle. On va parler quand même un peu de Chopin, dont c'est vraiment l'année aujourd'hui. Enfin, cette année, tout le monde célèbre Chopin. Je pense que vous aviez, vous aussi, envie de le faire, mais alors d'une manière peut-être un peu différente, c'est que vous avez choisi d'intituler votre CD Journal intime, en expliquant que chacun des morceaux de Chopin vous reliait à un moment précis de votre vie. Enfin, vous avez vraiment voulu lui donner une couleur très très intimiste à ce disque. Oui, c'est pour ça que je l'ai appelé Journal intime. Au fond, comment dire, en quelque sorte mon journal intime. C'est très chic de le raconter avec Chopin quand même. Hein. Oui, c'est très chic de le raconter avec Chopin. Mais on pourrait dire que tous les disques de n'importe quel pianiste sont des journaux intimes. Je crois que c'est ce que je voulais dire finalement au fond avec ce titre-là. C'est que on dit tout dans un disque, on ne peut pas se cacher. Il y a beaucoup de musiciens qui se sentent écrasés par le texte, par l'immensité d'un compositeur comme Chopin, ou qui vont vouloir s'effacer, mais en voulant s'effacer, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont à nu en enregistrant un disque. On dit tout de soi. Quand on écoute, je ne veux pas parler de moi, ce sera plus facile d'un autre pianiste, je ne sais pas, Marcel Meyer par exemple, qui est ma grande idole, grande pianiste française, des années 20 jusqu'aux années 50. Eh bien, quand j'écoute un enregistrement d'elle, si elle joue du Chopin par exemple, j'entends autant le monde de Chopin que son monde à elle. Comme j'entends autant l'époque de Chopin, la première moitié du 19e siècle, que les années 1940 ou 1950. Et au fond, quand j'enregistre un disque, moi, aujourd'hui, je sais que c'est un hommage à Chopin, là, que j'ai enregistré. C'est son monde, mais c'est aussi le mien. Je ne peux rien y faire. C'est aussi le témoignage de ma vie et le témoignage de notre époque. Surtout que Chopin, si je me souviens bien, on vous l'a beaucoup refusé au conservatoire. On vous a oui, certaines œuvres. Ouais. Beaucoup empêché de jouer certaines œuvres que vous vouliez travailler. On dit non, pas tout de suite, non, pas maintenant. Et finalement, c'est un désir qui s'est affûté au fur et à mesure du temps. Oui. Parce que... Et la seule œuvre qui n'est pas rattachée à ma vie passée dans ce disque, c'est la première ballade. Et cette première ballade, c'est une œuvre qu'on me refusait, en effet, au conservatoire pendant de nombreuses années. Et j'ai fini par croire qu'il ne fallait pas que je la joue, qu'on n'était pas fait pour aller ensemble. Et donc, quand j'ai préparé ce disque, ce programme, j'ai réuni sur une feuille de papier toutes les œuvres de Chopin qui avaient donc une importance particulière dans ma vie, de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis dit que vraiment, c'était l'occasion d'y faire figurer cette première ballade que j'ai abordée donc, pour ce disque. Alors, juste une petite colle, je vous la pose à vous parce que j'ai la chance de vous avoir en face de moi, mais j'ai l'impression que tout le monde oublie Schumann, moi, cette année, alors que c'est aussi l'anniversaire de Schumann. Un grand compositeur. Bah ouais, alors tout le monde célèbre Chopin, et tant mieux, mais un autre grand romantique, ça aurait été Schumann. D'autres pianistes comme Éric Lesage, par exemple, qui est un schumannien absolument fantastique et qui a joué dernièrement aussi au Théâtre des Champs-Élysées. C'est quelqu'un qui vous intéresse aussi, Schumann. Je veux le citer aussi parce qu'on oublie l'anniversaire de sa naissance. Alors il y a un problème quand on est pianiste, c'est que le répertoire est absolument gigantesque. Ah bah oui, bien sûr. Et la vie avance, aussi. Et de plus en plus vite. Il faut faire des choix. C'est très pénible. Il faut mettre des compositeurs, des œuvres de côté, aller à l'essentiel, comme je disais tout à l'heure, suivre son désir. Et c'est parfois assez pénible. Je n'ai pas mis Schumann de côté, je le joue régulièrement. Il y a certaines œuvres, comme le concerto de Schumann d'ailleurs, que je n'ai jamais joué et que je vais aborder dans 2 ans. Voilà, je joue aussi sa musique de chambre. Mais bon, il y a tellement d'œuvres que je veux absolument jouer là et maintenant, quoi, enfin dans les années qui viennent. Et on ne peut pas tout faire. Il ne suffira pas. Ouais. Je voudrais savoir un petit peu d'où vient votre éducation musicale, savoir un peu qui vous étiez petit garçon, dans quel contexte vous avez grandi, déjà dans un contexte très artistique, qui s'est surtout passé dans les théâtres. Vous avez dansé petit aussi, enfin plus petit, avec une maman qui était danseuse. Vous étiez en contact avec la scène finalement très très tôt. Vous êtes un peu né sur une scène d'ailleurs. Je suis né sur une scène et finalement, aujourd'hui, je pense que je pourrais arrêter le piano, mais je ne pourrais pas arrêter la scène. C'est vraiment quelque chose que je ne pourrais pas
arrêter. Et c'est vraiment le lieu où je me sens moi-même, où je me sens chez moi, plus que dans mon appartement. Qu'est-ce que vous ont transmis vos parents, justement? L'amour de la scène. Oui. Alors, pas uniquement, j'imagine, mais c'est vrai qu'il y a une grosse éducation artistique. Votre papa, c'est quelqu'un qui s'est quand même sacrifié pour ses enfants. C'est comme à la fois une histoire triste et belle, qui a sacrifié son Oui, métier. Enfin, lui, ouais, il était chanteur Il lyrique. était chanteur d'opéra, il était baryton. Ouais. Et il a changé de métier parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent pour élever ses 2 enfants. Et donc, il a pris un métier qui ne lui correspondait pas, qu'il n'aimait pas du tout. Il a acheté un garage de réparation automobile et il a gardé ce garage pendant 18 ans, jusqu'à mes 18 ans d'ailleurs. Et ça lui a permis d'avoir un grand appartement pour nous, aussi de nous offrir des cours de musique, entre autres. C'est quand même une histoire digne d'un film. Enfin, on mettrait ça dans un film, on n'y croirait pas. Ouais, Un baryton qui arrête sa carrière pour acheter un garage, Mm. métier qu'il déteste, alors tout en continuant de Mais faire c'est de un la scène à garage côté. musical, c'est un garage C'est un garage artistique. musical, Oui. allons bon. Parce Comment qu'il ça se parlait tout le passait temps de musique. Et c'était un garage dans le 16e arrondissement, c'était très chic. Et il avait beaucoup de clients, musiciens, artistes, cinéastes, écrivains. Et les gens l'aimaient bien, justement. Ces gens-là l'aimaient bien parce qu'il rentrait dans son bureau et il lui parlait de peinture, de musique, de théâtre. Et voilà, c'est pour ça que c'est un garage artistique. Là encore, le choix de la différence et de l'audace. Hein, c'est de famille, quand même. Peut-être. En termes d'éducation religieuse, justement, vous avez baigné dans l'éducation plutôt catholique? Non, je ne suis pas croyant, mais j'ai fait mon catéchisme. Voilà, il y a quand tout de même eu, même. voilà, ce que je dis, c'est qu'il y a une éducation quand même catholique. Oui. Sans transmission réelle d'une foi Sans vraiment vivante. transmission. Oui, c'est ça. Mes parents ne croyaient pas, mais ils m'ont mis au catéchisme. C'est un grand classique, hein, c'est un grand classique. Il y a plein de gens à qui ça arrive. Moi, je suis mal tombé, donc je ne peux pas dire que le catéchisme m'a fait vraiment beaucoup de bien. D'accord. Vous ne préférez pas forcément développer? J'ai un peu sur une oublié, chaîne. ça fait longtemps quand même, mais ce que j'aimais dans l'église, c'est le théâtre déjà. J'adorais les églises. Et toujours, hein, je vais souvent me méditer dans une église, je m'y sens bien. Mais quand j'étais enfant, finalement, c'est ça qui m'éblouissait, c'était le théâtre. C'était la forme du rite. Le rituel et tous les artifices mis au service du spectacle, parce que la messe, c'était aussi un spectacle. Enfin, moi, je le voyais, je la voyais comme ça. D'accord, mais avec le fond ne passait pas, en tout cas. C'est pourquoi on mettait tout en place ce spectacle, comme vous dites. Oui. Ça ne vous touchait pas plus que ça? Je pense que ça me touchait, mais c'est parti, ça s'est évanoui. Et quand on joue Bach, par exemple, c'est pas quelque chose qui peut éventuellement retoucher d'une certaine manière? Retoucher. Bach, c'est quand même une musique qui peut être très, très religieuse, notamment. Alors, Oui, ça ne me relie pas à la religion catholique, mais c'est vrai que c'est la musique de la foi. Quelle serait l'odeur de votre enfance? L'odeur? Ouais. La colophane. La quoi? La colophane. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'est que la colophane. C'est la matière que... Ma mère était professeure de danse. Et donc, son studio de danse jouxtait notre appartement. Ouais. Je l'entendais d'ailleurs crier, 1, 2, lever la jambe, toute la journée, enfin quand j'étais à la maison. Et il y avait cette odeur de colophane, c'est la matière collante, adhérente que les danseuses mettent sur leur pointe ou leur demi-pointe pour ne pas glisser. D'accord. Enfin, vous me posez la question oui, comme non, mais c'est la chose qui m'est venue en premier, mais il y a bien d'autres odeurs. Peut-être celle aussi de l'appartement de mon premier professeur de piano, Carmen Tacondevena, qui est un appartement plein d'odeurs, justement. Vous êtes très sensible à ça, hein, au monde des odeurs, justement. Oui. Et qu'est-ce qui vous, dans l'appartement de cette femme, vos professeurs de piano vous ont beaucoup marqué, hein, notamment celle-là. Quelle est l'odeur, par exemple? Comment on décrit l'odeur d'un appartement déjà? Peut-être pas évident. Mais ce serait une odeur de quoi? De piano. Le piano a une odeur. Vous savez, la première chose que je fais quand j'arrive sur une scène, à la répétition, pas en public, non, je renifle le piano. Je vous assure que oui. Ah bon? Vous me faites dire des choses. Mais on renifle quoi? Le clavier? Non, l'intérieur. Ah, la partie ouverte. Je vous assure, aller à l'intérieur, dans les entrailles d'un piano, c'est merveilleux. C'est le vernis
le vernis et le bois qui sentent très très bon. Et c'est par là que ça commence, votre histoire d'amour ou de désamour avec un piano qu'on vous impose pendant un concert? Si l'odeur ne vous plaît pas, ça peut... Elle peut ne pas me plaire, mais il faut que ça marche. C'est comme deux acteurs qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent l'après-midi et qui, 3 heures après, vont se retrouver sur une scène, sur une même scène. Il faut que ça se passe bien entre nous deux. Donc voilà, on est d'égal à égal avec un piano. Alors, j'ai parlé de votre ouverture à d'autres domaines que le piano. Parlons-en. Quand on va sur votre site internet, je ne parle jamais des sites internet des invités, mais alors celui-là, il est tellement joli. D'abord, ça parle de vous, mais en creux. Il n'y a pas du Alexandre Tarot partout. On commence par des très belles photos de main qui s'appellent Contorsion. Et on trouve des photos de vous. On va pouvoir en voir quelques-unes. L'univers de la photo, c'est quelque chose qui vous passionne aussi. Je suis content, c'est la première fois qu'on montre mes photos à la télévision. Regardez un peu, tout arrive. Oui, enfin c'est assez modeste, mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de prendre des photos. Je ne les vois pas, là, c'est derrière mon dos. Mais retournez-vous. Voilà. Oui, voilà, ça c'est la boîte de violoncelle de Jean-Guyen Queyras, mon compagnon de route, violoncelliste. Oui, voilà, je prends des photos. Alors là, elle est très drôle, celle-là, c'est un panneau avec un piano. Ça, c'est la roque d'Enterron, c'est les panneaux pour retrouver son piano. Au cas où on a perdu son piano. Ça, c'est en Chine. Oui, je prends des photos comme ça à mes heures perdues. C'est peut-être aussi pour combler ma solitude liée au voyage. Habiter un petit peu, il y a des heures un peu blanches quand même. Vous disiez, je me réveille à 8h du matin, à 8h du soir, il faut que je sois en forme, quoi qu'il arrive pour le concert. Il va y avoir quelques heures de répétition, bien sûr, mais il doit y avoir des heures entre la piscine et le piano, des heures un peu blanches, comme ça, d'attente. De grande solitude. Oui. Ça ne fait pas envie, Alexandre? Non, ça ne fait pas envie. Non. Voilà. Quand vous le racontez comme ça. Mais je comprends bien. Mais les gens ont souvent l'impression que c'est une vie merveilleuse, la vie de pianiste. Alors, je ne veux pas leur enlever leur fantasme, parce que c'est un fantasme, hein, bien sûr, clairement. Le mythe du pianiste. Mais bon, c'est pas une vie facile, mais je l'ai choisie, donc je ne vais pas me plaindre. C'est pas une vie équilibrée, en tout cas. C'est pas une vie équilibrée. Il faut trouver d'autres compensations. Et dans l'ouverture aussi qui vous caractérise, alors il y a notamment un très grand amour de la chanson française, d'artistes avec lesquels vous avez pu collaborer. Alors je pense à Benabar, on va tout de suite citer des noms qui parlent. Bartabas, avec qui vous avez fait un spectacle. Vous au piano, lui ses chevaux, ça a dû être un truc fantastique, ça. Il y a Juliette aussi. Qui a même composé une chanson sur vos conseils. C'est bien, vous inspirez les gens. Oui, je me tâche. Moi, je me tâche. Raconte un petit peu l'histoire de cette chanson. C'est une petite anecdote, mais c'est sympa. Oui, c'est une anecdote amusante. Juliette est assez volumineuse, vous la connaissez. Oui, bien sûr. Et quand elle mange, elle met une serviette comme ça sur elle. Mais malgré la serviette, elle se tâche énormément. C'était un soir, on était au restaurant chinois à Belleville. J'adore la cuisine chinoise, elle aussi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, toutes les tâches que tu te fais sur ta robe alors que tu as une grande serviette autour de toi. Et elle m'a dit, oui, mais c'est toujours comme ça. Et je lui ai conseillé d'écrire une chanson qui pourrait parler des tâches, mais pas forcément tâches de vin ou tâches de cuisine chinoise. Ça pouvait être tâches d'encre, tâches de sang. Et elle n'a gardé en tête que la tâche de bouffe. Et elle a écrit une chanson totalement délirante qui s'appelle « Je me tâche ». Et voilà, inspirée par Alexandre Tarot. On ne ferait pas le lien directement si vous ne nous le disiez pas. Hein. On va juste écouter le début. Vous avez demandé le programme, messieurs et mesdames. Savez-vous pourquoi on se l'arrache? C'est pour faire une bonne protection contre la pluie de postillons que je vais semer à tout vent, notamment sur les premiers rangs. Mais rassurez-vous mes amis, je serai la première servie, surtout qu'avant d'entrer en scène, victime d'une envie soudaine, j'ai pris une glace à la pistache, sortez les bâches, faut que je me tâche.
caractéristique de Juliette quand même. Une voix extraordinaire. Une voix extraordinaire, enfin, c'est la chanteuse réaliste. Oui, Pourquoi vous y allez jusqu'au refrain? parce qu'elle disait, je me tâche, je voulais aller sortez la glace à la pistache. illustrer ce que je disais. Et cette chanson, je ne sais pas si vous avez entendu vraiment la qualité de l'orchestre derrière et les arrangements qui sont de François Robert, quelqu'un que j'ai très bien connu puisque c'est à lui que j'ai montré mes premières partitions à 6-7 ans, je composais déjà. C'était un compositeur fantastique, un compositeur classique aussi, qui a arrangé toutes les chansons de Jacques Brel, qui a travaillé avec Juliette Gréco, énormément de grands chanteurs, et qui a collaboré, je pense que c'est une de ses dernières collaborations avec Juliette. Alors, il y a tout l'univers du jazz aussi qui vous intéresse, qui vous intrigue, je pense aussi. Oui. Souvent, les classiques sont attirés par le jazz. Et chez vous, ça s'est notamment cristallisé autour d'une personnalité, enfin, sans doute pas uniquement, mais il y a un chanteur qu'on connaît, qui s'appelle Albin de la Simone, qui est un ami à vous, et qui, lui, louche du côté du classique. Vous louchez du côté du jazz. Enfin, vous aviez des choses à vous dire, hein, tous les deux. C'est quelqu'un dont les chansons très belles aussi vous parlent. Ah oui, c'est un poète. Mais qui c'est plus que du jazz, il est aussi, enfin, il n'a pas de frontières. Il vient du jazz. Il vient du jazz. Ouais. Ouais. Mais il a fait beaucoup de chansons. Il a accompagné Vanessa Paradis. Enfin, vous le connaissez, quoi. C'est vraiment un grand. Vincent un Delerme, grand Alain bonhomme. Chamfort, moi je l'ai vu sur scène avec ces gens-là. Oui, voilà, grand ami de Vincent Delerme. Et il se trouve que très jeune, moi j'aimais la chanson, j'étais un fan de Barbara et de tous ces chanteurs de cette époque-là, Brel, Nougaro, Catherine Sauvage, enfin bon, la liste est longue. Et très vite, j'ai été attiré par ce monde-là. Donc je me suis fait des amis, comme Benabar, mais qui à l'époque n'était pas du tout connu, il chantait dans des bars. Et voilà, Albin de la Simone aussi, je l'ai rencontré au hasard d'un festival, on est restés amis, ça fait 20 ans qu'on se connaît maintenant. Et voilà, c'est un monde que j'aime, au-delà même de la chanson, du spectacle de la chanson, c'est un monde que j'aime parce que ce sont des gens très simples, qui ont des rapports simples entre eux. Qui sont restés en tout cas très simples et très, très humains. À côté de nous, musiciens classiques, oui. Parce que vous êtes comment, les classiques? Très prétentieux, on se regarde comme ça. Non, c'est absolument incomparable. Et Barbara, alors, vous aimez quelle chanson de Barbara? Toutes. Toutes, d'accord. Et vous chantez du Barbara? Non, vous me faites dire beaucoup de choses aujourd'hui, mais je ne vais pas chanter de Barbara. J'en ai chanté dans le passé, mais là, j'ai mis un frein à ma carrière de chanteur. De chanteur de Barbara. Bon, et ben, ce ne sera pas pour aujourd'hui. On va terminer l'émission avec un livre que vous avez apporté. À ma demande, vous avez une lecture. Et alors, vous êtes venu avec Jacques Rebotier, Description de l'homme, mais alors homme sans H. Oui, il a dû enterrer la hache de guerre. C'est un livre absolument magnifique, une sorte d'encyclopédie médiévale, comme il écrit derrière, mais moi j'appellerais ça une encyclopédie surréaliste. Et c'est quelqu'un dont le monde me passionne depuis très longtemps. C'est un homme de théâtre, c'est un compositeur également, et un écrivain. Et il m'a fait un grand cadeau. Il y a 1 an, il a écrit une pièce de théâtre dans laquelle je me suis lancé. J'étais pour la première fois de ma vie, et peut-être pour la dernière fois de ma vie, comédien. Oui, je jouais aussi sa musique d'ailleurs. C'était tout un spectacle qu'on a créé à Bruxelles, au Théâtre du Rideau. Avec piano? Oui, avec piano, le piano parlait. C'est-à-dire que le piano avait un faux couvercle et il me répondait. Et donc le couvercle, c'est comme une bouche. Et le couvercle s'élevait aussi jusque dans les cintres à certains moments. C'est une sorte de combat entre un pianiste et son piano. Et vous m'aviez demandé de lire un extrait de livre. Alors, ce n'est pas un extrait de livre, en tout cas pas de ce livre-là, mais j'avais envie de vous lire 2 tout petits textes qui sont extraits de ce spectacle. Qui était le texte que vous disiez, donc. Voilà, mais avec une mise en scène, là je vous le lis, et puis ça fait 1 an que voilà, donc ce n'est pas forcément le ton que j'avais dans le spectacle. Le premier, ça s'appelle La cabane, parce qu'il s'est inspiré de ce que je lui ai raconté de mon enfance, de mon propre rapport au piano. Et je lui ai dit, entre autres, que quand j'étais petit, je me faisais des petites cabanes sous les tables ou sous les pianos. Quand je serai petit, j'enlèverai ce stupide vase de fleurs que ma mère posait sur le piano.
C'était comme un salon de piano. Ça nous faisait salon. Un meuble, une grande boîte noire, et hop, ça faisait un salon, écœurant et plat. De quoi inviter toutes ces connaissances écœurantes. Salaud de piano. Les fleurs, c'est pas fait pour être en l'air, c'est fait pour être par la terre, en terre. C'est fait pour. Missile, sol, air. Je mettais les tulipes sous le piano, sur le sol, et je m'allongeais au milieu d'elles, les tulipes, entre les arbres. Un toit de résonance sur ces 3 noirs piliers. Essence. 3 troncs noirs. Je m'y sentais protégé. Ma cabane Ikebana. Mon cercueil de ces différents bois. Tirer des sons de leur indifférence. Alors là, j'ai un autre petit texte. C'est très court, c'est en quelque sorte un après-concert. Ah, vous m'avez charmé, vous m'avez ravi, c'est un rapt. Montrez-moi vos mains. J'ai été enchanté, c'est un enchantement, vous êtes un enchanteur. Donnez-moi vos mains. Je suis comblé, vous avez bouché un trou, vous en avez bouché un trou, vous avez bouché un coin. Donnez-moi vos mains. La salle était comble, pleine de gens. Dites, vous m'avez l'air vidé, vous êtes vidé? C'est vidant, non? Empty. Vous êtes pâle, blanc. Faut manger. Faut que vous mangiez maintenant. Vous êtes visage pâle. Maintenant. Oui, je suis vidé. Je suis même vide. Je suis complètement rempli de mots vides. Full up with vacuum. Cara. Je dois me remplir de sommeil. C'est beau, non? Oh, tout un monde. Exactement ce que vous devez Moi, je vivre. suis pas un grand comédien, concert. Mais voilà. Ah, mais moi je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être une carrière qui se dessine le jour où vous décidez de lâcher un peu le piano. C'était une bulle, je crois que je ne vais pas y retourner, mais c'était extraordinaire et bouleversant parce que moi je m'exprime autrement sur une scène. Mais on sent plein de talents en vous qui demandent encore d'autres choses peut-être, qu'à éclore. Vous êtes encore jeune et on peut être encore 10 fois plus jeune que votre âge qu'on ne donnera pas, mais souvent c'est ce qui impressionne les gens, mais on vous sent plein de talents qui demandent encore qu'à exploser en dehors du piano. Vous devez le sentir en vous parce que, je crois que vous le savez d'ailleurs. Hein. Peut-être parce que je suis parti de la scène, comme je le disais tout à l'heure, je suis né sur une scène et voilà, tous les métiers de la scène m'intéressent. Alors cette émission se termine, moi je n'ai que 2 conseils à vous donner. Le premier, c'est de vous procurer en toute urgence, là tout de suite, vous sortez de chez vous, vous allez chez votre disquaire, acheter le journal intime Alexandre Tarot, Frédéric Chopin. Et puis le deuxième, c'est peut-être tout simplement un jour d'aller voir Alexandre Tarot en concert, parce que c'est quand même encore une autre expérience. Vous serez notamment le 16 juin, si je me souviens bien, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. À Versailles. C'est à Versailles, je crois que c'est au Théâtre des Champs. À l'Opéra de Ouais. Versailles. Vous faites bien de le corriger. Je vous remercie infiniment de nous avoir fait confiance, Merci. d'être venu vous livrer un petit peu dans cette émission. Puis on vous souhaite une très très longue et belle carrière de pianiste et de comédien. Tiens. Merci Alexandre, beaucoup. Restez là. Pierre-Marie